Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour ce premier mag de la Geek Nation, notre condensé d'actu high-tech, gaming, littérature et bande dessinée. Aujourd'hui, je vous propose une visite guidée de forums et de forums Game & Geek à Saint-Étienne. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Salut à tous et heureux de vous retrouver pour ce premier mag gaming de la Geek Nation. Pour l'occasion, je vous invite au magasin Forum Game & Geek à Saint-Étienne pour faire la visite et faire le tour de l'actu du mois. J'ai trouvé un truc, je crois que j'en ai jamais vu de ma vie. Vous allez voir, c'est chaud. On a des cassettes originales, en japonais, de 2 films Ghibli. Kiki la petite sorcière et je pense que c'est le château dans le ciel. Mais c'est ouf, j'en avais jamais vu avant. Maintenant qu'on a fait un petit tour du propriétaire, je vous propose de revenir sur les news de septembre qu'il ne fallait pas manquer. Et on commence ces news toutes chaudes avec les fuites de données chez Rockstar. L'éditeur de la célèbre franchise GTA a vu un grand nombre de données concernant GTA 6 être répandues sur le net par un hacker. Si cela se limite essentiellement à du gameplay pour le moment, cela risque d'impacter le développement du jeu. Même si les extraits diffusés montraient le jeu sous un état de développement assez antérieur à celui actuel. Le 2 octobre, c'était la fin d'Overwatch. Le 2, il s'arrêtait, et le 4, il revenait sous la forme du deuxième épisode, à la suite d'une mise à jour massive des serveurs. Activision Blizzard a aussi opté pour un système de free-to-play, à l'instar d'autres licences comme Destiny 2 par exemple. Un système de Battle Pass pour débloquer de nouveaux contenus serait également à l'étude, sans être confirmé actuellement. Et Sony nous l'a également annoncé, le prix de la PS5 va augmenter en Europe et dans le monde. Seuls les États-Unis sont épargnés pour le moment. La version avec un lecteur Blu-ray passerait de 500 à 550 € et la version sans lecteur Blu-ray passerait de 400 à 450. Sony affirme que la cause serait la hausse des coûts due au contexte économique mondial entre la guerre en Ukraine et les tensions sur le marché des semi-conducteurs. La hausse est d'ores et déjà en application. La dernière news chaude, c'est Santa Monica Studios qui nous l'annonce puisque God of War Ragnarok sera le dernier épisode de la saga avec Kratos chez les Nordiques. Le studio désire se concentrer pour proposer une expérience riche plutôt qu'une expérience de remplissage, ainsi que Ragnarok risque d'être le dernier épisode. Sa sortie est toujours programmée pour le 9 novembre sur PS4 et PS5.
On passe aux news multi à présent avec la bêta du prochain Call of Duty Modern Warfare 2 qui a commencé en septembre 2022. La suite de Call of Duty Modern Warfare de 2019, lui-même remake de l'épisode sorti en 2009, j'espère que vous suivez, trouvera preneur le 28 octobre prochain sur console et sur PC. Également chez la concurrence, c'est le mode Forge d'Halo Infinite qui a été annoncé pour le 8 novembre. Réclamé à grande voix par de nombreux fans de la licence éponyme de Bungie, reprise depuis plusieurs années par le studio 343 Industries, beaucoup désespéraient de voir ce nouveau mode iconique revenir dans le jeu. Ceci sera corrigé en novembre. En revanche, le studio a annoncé renoncer à la mise en place du mode coopération splittée à l'écran pour la campagne du jeu. Un prêté pour un rendu. Il restera à savoir ce qu'en penseront les joueurs. C'est l'heure de parler des sorties prochaines à présent, puisque la première extension de Cyberpunk 2077 arrivera en 2023 et se nommera Phantom Liberty. C'est en 2023 donc que nous retrouverons la suite de ce jeu qui a fait couler tant d'encre à sa sortie et que les développeurs ont eu bien du mal à mettre à niveau des attentes des joueurs. Dans un style toujours plus rétro-futuriste, le joueur sera embarqué dans des lieux sombres et malfamés. Et il semblerait que les versions old-gen, PS4 et Xbox One, ne recevront pas cette extension. A la suite de cette annonce, CD Projekt Red remboursera l'extension aux acheteurs de la console Xbox One X Collector à l'effigie du jeu sous forme de crédit Microsoft Store, car l'achat de ce pack devait permettre initialement l'accès à cette première extension. Voici notre news high-tech concerne le casque PSVR 2 de Sony qui devrait sortir début 2023. Son tarif devrait se situer aux alentours de 500€, un prix supérieur à celui du premier modèle de la PS4 commercialisé à 400€ à l'époque. C'est à l'occasion d'un showcase organisé lors du TGS 2022 que Capcom a montré que Resident Evil Village pourrait être jouable avec le nouveau casque de Sony, qui profitera des dernières technologies. Écran OLED, taux de rafraîchissement en hausse, 90 à 120 Hz, et résolution plus élevée, 4000 par 2040 pixels HDR par œil. TGS 2022 aura aussi été une opportunité pour voir le jeu Horizon Call of the Mountain, un jeu orienté VR autour de la licence de Guerrilla Games, les créateurs de la série Killzone. Et notre rumeur du mois, c'est la prochaine sortie non officielle d'une PS5 Slim qui serait dépourvue de lecteur Blu-ray. Le but serait de réduire les coûts de production de la console et de la rendre plus compacte, d'amener le marché vers le dématérialisé qui est en hausse sur cette génération de consoles. Maintenant qu'on a fait le tour des news du mois, je vous propose une visite du deuxième étage. Là, vous avez mes deux jeux préférés sur GameCube, Metal Gear Solid The Twin Snake et Time Splitter Future Perfect, qui étaient vraiment deux bombes auxquelles je jouais pratiquement tout le temps quand j'étais gosse et qui aujourd'hui ont leur prix, hein. On peut le dire. On a même un petit Gunstar Future Heroes là, 29,95 sur GBA, on le voit pas souvent, il est sans boîte, mais bon, c'est toujours Gunstar Heroes. Notre tour d'horizon des sorties du mois démarre évidemment ce mois-ci avec Overwatch 2, sorti le 4 octobre, comme on l'a vu tout à l'heure.
On passe au 18 octobre, à présent, où on retrouvera les aventures de Rune et Hugo dans la suite de Up Black Tale, Requiem. Mario plus Lapin Crétin Spark of Hope, la suite du crossover le plus improbable de l'histoire, est attendue pour le 20 octobre 2022 en exclu sur Switch, vous vous en doutez. Et c'est une saga légendaire de JRPG qui revient le 27 octobre, Star Ocean, The Divine Force. Pour les amateurs de FPS scénarisés, scriptés et ultra spectaculaires, Modern Warfare revient avec le remake de l'excellent deuxième opus le 28 octobre 2022. La sorcière la plus sexy du jeu vidéo est de retour avec toujours plus de punch. Bayonetta 3, c'est pour le 28 octobre en exclu sur Switch. Et on clôt ces news avec la sortie encore une fois le 28 octobre de Resident Evil Reverse, le multijoueur compétitif attendu de pied ferme avec la sortie de l'édition Gold de Resident Evil. Et c'est sur ces images qu'on se quitte pour ce premier Mac Gaming de la Geek Nation. On se retrouve le mois prochain, ici ou ailleurs. En attendant, portez-vous bien. J'espère que ça vous aura plu. On remercie Forum Game & Geek pour son accueil. Et à la prochaine. Maintenant qu'on a fait le tour des sorties et de l'actu gaming, c'est là que je vous emmène. Et voilà pour ce premier magazine littéraire de la Geek Nation. Je suis avec Raph. Salut Raph. Salut. Je t'avais demandé de me proposer des coups de cœur. Je pense que tu as suivi ta mission. Alors, Oui. Qu'est-ce que tu me proposes? Alors, j'ai 3 petits coups de cœur dans les genres différents. Donc, Ouais. un en science-fiction, un en fantastique pur et un en fantasy. Et on commence par la science-fiction. Donc, L'incivilité des fantômes Ouais. de Rivers Salomon. Donc, c'est un ouvrage de science-fiction. On est donc je t'en prie. Donc, la Terre n'est plus habitable. Ouais. Donc, on construit un énorme vaisseau mère pour mettre toute la population et direction à un voyage stellaire de presque un millénaire pour trouver une nouvelle galaxie et une nouvelle planète habitable. Et très vite, malheureusement, tous les impairs, tout un peu ce qu'on a foiré dans notre société, eh ben, on va le foirer à nouveau. Donc très vite, on se retrouve avec des différences de classe et de genre. On va se retrouver avec des gens riches, souvent blancs, très puissants, qui vont se retrouver au sommet de ce vaisseau-là, et les minorités qui vont être reléguées à des basses besognes. Et on va suivre l'histoire d'une jeune fille descendante afro-américaine qui balaye en fait dans les cales de ce vaisseau. Et un jour, elle va se faire agresser par un mec un peu plus puissant qui est au-dessus, et elle va dire stop. Elle va dire non, enfin, et s'émanciper. Et du coup, c'est une manière très intelligente de parler de l'histoire, entre guillemets, de tous ces torts, de l'histoire américaine, des Afro-Américains. C'est un peu l'histoire de Rosa Parks, sauf qu'on n'est plus dans un bus, on est dans un vaisseau spatial. D'accord. Il y a un côté un peu métropolis dans ce que tu me dis Ouais, aussi. Carrément. Carrément, il y a plein de références science-fiction, Ouais. comme on peut en imaginer. C'est À ça. qui tu le conseillerais ce livre? Bah, tout public, tant les gens qui aiment beaucoup la SF que ceux qui veulent découvrir, parce que voilà, c'est relativement court, c'est plutôt facile et fluide en termes d'écriture, donc facile à rentrer dedans. Donc même si on n'est pas vraiment, on n'est pas de hard SF, on peut très bien se plonger dedans. Et puis même à quelqu'un qui ne lit pas de science-fiction, par exemple, qui s'intéresse à l'histoire américaine, à plein de choses, parce que la science-fiction, c'est aussi un prétexte pour parler justement de lutte des classes, du racisme et de plein de sujets d'actualité. La bonne science-fiction, quoi. C'est ça. Celle qui sert à parler du présent plus que de l'avenir, finalement. Exactement. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Bah, merci. Bon, Raph, on a vu la science-fiction. Maintenant, Oui. tu vas nous parler fantastique, c'est Tout à ça? fait. Avec le livre de M. C'est ça. Un roman post-apocalyptique, mais alors différent. Vraiment inédit, c'est ce que Ouais. j'appréciais, parce que le post-apo, j'en avais un peu... C'est Un très peu SF marre. en soi, le post-apo. Ouais, là pour le coup, tu vas comprendre pourquoi c'est plus fantastique. On est dans une société où un jour, un homme en Inde perd son ombre.
Donc là, énigme scientifique, tous les scientifiques de la Terre échouent à comprendre ce qui se passe. Il y a vraiment mystère total, pourquoi l'ombre a disparu. Ce qui commence comme un cas plutôt isolé va se globaliser et se mondialiser. Et partout dans le monde, des gens vont perdre leur ombre au fur et à mesure. Ça commence par des centaines, puis des milliers, puis des millions. Et très vite, on va savoir qu'il y a des symptômes qui vont avec cette disparition d'ombre. Donc au début, on perd son ombre. Après, on commence à perdre un petit peu la mémoire. Ça ressemble beaucoup à Alzheimer. Puis très vite, on aperçoit que c'est autre chose parce qu'une fois qu'on a perdu l'ombre et la mémoire, les personnes vont devenir agressives Ah. et attaquer les autres. Et là, très vite, donc, la société sombre totalement. C'est là où on peut rapprocher ça d'un roman post-apo. Mais ce qui est absolument génial, c'est qu'on ne va pas se concentrer sur qu'est-ce qu'on va faire de cette situation-là, comment l'expliquer, qu'est-ce que ça va devenir. On va être sur un roman plutôt intimiste et suivre le destin de deux personnes. Un couple marié qui va arriver à survivre en fuyant cette civilisation et en se réfugiant dans un hôtel abandonné en lisière de bois, seul au monde. C'est l'anti-Walking Dead en fait. C'est exactement ça, voilà. On suit vraiment que deux personnes, on oublie toutes les autres. Et ce qui se passe plutôt bien pour eux au début, ils vont arriver à échapper à la folie du monde qui les entoure, va très vite dégénérer parce que la femme va à son tour perdre son ombre. D'accord. Et vraiment, voilà, c'est un roman qui est très touchant, très émouvant. La relation de couple, elle est très bien abordée. Et ça se rapproche un peu en termes de littérature ou de cinéma, d'ailleurs, ce qu'est le film adapté, de La Route de McCarthy. Parce qu'on est vraiment, voilà, sur la route, on se concentre sur l'histoire de cet homme avec son fils. Et là, c'est pareil, c'est vraiment l'histoire de ce couple. On oublie le reste, on s'en fout d'expliquer le phénomène, on s'en fout de se dire, bah, il faut sauver le monde. Non, c'est vraiment un roman intimiste sur comment un couple arrive à gérer cette situation totalement inédite. Bah, je lis quelques passages là, ça a l'air très direct et très moderne dans l'écriture. Oui, tout à fait, oui. Donc franchement, tu le conseilles à qui ce bouquin? À des gens qui aiment la fantastique ou des gens qui le découvriraient Plutôt, alors il est très littéraire, donc Ouais. ouais, quelqu'un qui a déjà l'habitude de lire du fantastique. Quelqu'un qui veut découvrir, c'est peut-être un peu dense et un peu plus complexe. Mais ouais, quelqu'un qui On est aime sur la du fantastique. 732 pages. Mon cauchemar. Donc voilà, pour ouais, quelqu'un qui a l'habitude de lire ce genre de roman déjà. À la fantaisie, donc, avec Les Enfants de Platin que tu vas nous présenter tout de suite, qui Oui. est un roman français en plus, Oui, et même très local. très local, tout à fait. Alors dis-nous tout. Alors là, c'est une histoire de nains. Des nains comme on les aime, des nains fiers, des nains avec des haches qui se battent, qui aiment la bagarre, mais qui sont aussi très, très attachants. C'est vraiment des nains à la Tolkien. Ah ah. Et on suit en fait l'histoire d'une fratrie de nains et d'un patriarche nain qui veut redonner ses naîtres de noblesse aux nains, qui sont un peu, voilà, par rapport aux autres peuplades, ils sont un petit peu en dessous. Et on dit, voilà, les nains ont eu leur temps de gloire, il faut remettre ce temps de gloire à l'ordre du jour. Et il cherche une manière d'y arriver. Et pour y parvenir, il va se dire, bah, il faut frapper un grand coup. Et il y a une forteresse qui a été prise d'assaut par un dragon il y a très longtemps. Et il se dit, bah, faut déloger ce dragon. C'est vraiment du Tolkien. C'est vraiment du Tolkien. Sauf que tout seul, il n'y arrivera pas, donc il faut qu'il monte une équipe de 9 nains. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que chaque nain va aller faire cette quête pour des raisons totalement différentes, légitimes plus ou moins. Il y en a qui vont clairement pour l'or, il y en a qui vont pour la fierté, il y en a certains qui iront par amour. Donc chacun a son objectif et son ambition personnelle pour aller déloger ce dragon. D'accord. Le petit souci, c'est que faut l'équipe parfaite. Et le temps de monter cette équipe, c'est très 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 long. Et les nains, voilà, une espérance de vie très vieille, ça peut durer très 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 longtemps. Et là, ça dure trop longtemps. Une fois que l'équipe est montée, le fameux dragon a le temps de devenir papa et même grand-père. Donc c'est plus un seul dragon qui va avoir délogé, Mais trois. toute une famille de dragons. Toute une famille. Et c'est là que ça complique les choses. D'accord. Ça promet, ça a l'air quand même second degré un peu, il y a un Oui. peu d'humour. Il y a un peu d'humour, on retrouve vraiment le nain à la Tolkien, et puis attachant aussi, il y a des personnages qui sont vraiment attachants, et malgré le fait qu'on jongle entre de nombreux personnages, de nombreux nains, ils sont tellement identifiables personnellement qu'on s'attache à tous, et qu'on n'est pas perdu dans la lecture du tout. Donc c'est autant pour les fans de Tolkien que du Donjon de Nalbuck, quoi. Exactement, on ne peut pas mieux dire. Et puis pour tout âge, hein, vraiment,
7 à 77 Oui, ans, ou plus. Pour ceux qui aiment les nains, ceux qui n'aiment pas les nains, c'est Je cool. n'aime pas les nains. Le style a l'air très très facile à lire en plus. Ah non, mais Fluide, il y a un petit glossaire à la fin pour s'y repérer si jamais il y a des personnes qui s'y perdent, mais l'histoire est tellement bien menée, chaque personnage a son importance qu'on s'y perd peu. eh bien, merci Raph. Merci Avec pour grand ces plaisir. 3 conseils littéraires. Je remontre une dernière fois la jaquette de celui-là. Je te propose qu'on se retrouve le mois prochain pour d'autres coups de cœur. Avec grand plaisir. Toujours de catégorie SF, jeunesse, fantasy, etc. Tout ce que tu trouveras dans ta boîte à malice, comme on dit. Avec grand plaisir. Et nous, on va passer à la bande dessinée. On est passé au rayon BD, on est avec Julien qui va nous parler de son coup de cœur. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, de quoi tu vas nous parler? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Mon ami Pierrot de Jim Bishop, qui est sorti la semaine dernière, si je ne m'abuse. C'est donc sa 2e bande dessinée. Il avait fait l'année dernière Lettres perdues, Oui. qui était déjà un espèce de récit un peu déjanté et bouleversant sur le thème du deuil. Mhm. C'était un petit peu spécial, j'avais un petit peu bloqué dessus et du coup j'ai un peu suivi ce que ce brave homme fait. Et cette année il nous sort donc Mon ami Pierrot, qui est une sorte de conte philosophique avec des thèmes assez modernes, assez contemporains, comme la condition de la femme, l'émancipation, les relations toxiques, l'amour, les désillusions de l'amour, la fin de l'innocence, tout ce passage à l'âge adulte qu'on traverse tous. D'accord. Voilà, donc on suit l'histoire de Cléa, Oui. qui est une jeune noble promise à un jeune comte qui doit se marier donc, et qui elle aspire plutôt à la liberté, à la découverte du monde. Elle ne connaît pas grand chose de la vie, elle est très L'envers d'un conte jeune. de fées, quoi. Ça commence un peu comme un conte de fées et puis ça bascule dans le fantastique d'un coup. Elle rencontre ce fameux Pierrot qui est l'incarnation de la liberté, qui lui promet moult belles choses de la vie, dont l'amour et la liberté totale. Elle s'échappe avec lui, elle laisse tomber Berthier, ce pauvre jeune comte, dans une fête païenne à qui elle était promise. Et elle va se retrouver au milieu d'une forêt, habitée dans un arbre-maison qui s'appelle Bernard, à vivre avec un chat qui a une tête un hibou qui a une tête de chat. Oui. Donc on sombre un petit peu dans un univers un peu à la Miyazaki. Ça fait penser un peu à l'Atelier des sorciers aussi en manga. On est un peu D'accord. dans ce genre d'univers magique, un peu onirique, un peu féerique, un peu... Un peu Alice au Pays des Merveilles. Voilà. D'accord. Et voilà, et elle va découvrir au fil de l'histoire le vrai visage de Pierrot, qui est un personnage un peu pervers narcissique, un petit peu intriguant au début, puis on se rend compte qu'il a énormément de secrets. Et puis elle va se retrouver un petit peu coincée dans cette maison dans laquelle elle pensait découvrir la liberté, et qui n'en est pas du tout Une. Pas du tout le cas, non. Oui, on est plus proche du Cendrillon de téléphone que du Cendrillon du conte Un finalement. petit peu. Ça va forger son caractère, ça va la transformer, elle va définir un peu sa vraie personnalité, elle va prendre les choses en main Et s'émanciper. et s'émanciper d'elle-même. de cette relation toxique qu'elle a avec ce Pierrot. D'accord. Bah, merci. Mais je Merci vous en prie. Julien. On se retrouve le mois prochain pour d'autres coups de cœur bande dessinée. Merci à toi. Super. Et c'est ici que se termine notre premier magazine littéraire de la Geek Nation. Portez-vous bien, on se retrouve le mois prochain. En attendant, lisez des bouquins. À la prochaine. Et c'est là-dessus que se termine notre premier mag de la Geek Nation. On se retrouve le mois prochain pour toujours plus d'actu et de contenu. En attendant, portez-vous bien. On salue évidemment les équipes de Forum et de Forum Game & Geek pour leur accueil. À la prochaine.